Un homme noir a recueilli une mariée abandonnée à la gare. Ce qui est arrivé à ce mécanicien a choqué tout le monde. Tu es trop abîmé pour être aimé. Je ne peux pas épouser quelqu'un comme ça. Le silence dans l'église était absolu. Les 200 invités retenaient leur souffle lorsque Richard Hayes, héritier de l'une des plus grandes entreprises de construction du pays, a prononcé ces mots à l'autel, non pas au prêtre, mais à Helena Winters, la femme vêtue de blanc devant lui. Helena. Le maquillage impeccable d'Helena ne pouvait cacher son choc. Sa main tremblait lorsqu'il lui rendit simplement la bague, lui tourna le dos et descendit calmement l'allée centrale, comme s'il quittait une réunion d'affaires et non détruisait une vie devant tout le monde. Il a tout raconté à tout le monde, murmura-t-elle alors que les murmures grandissaient comme une vague. Les abus qu'elle avait subis à l'adolescence, les cicatrices émotionnelles qu'elle n'avait confiées qu'à lui, étaient désormais exposées au grand jour pour justifier son abandon public. La mère de Richard s'approcha de lui, non pas pour le consoler, mais pour ajouter à son humiliation « Mon fils mérite quelqu'un d'intact, pas les restes d'une tragédie. » Puis elle glissa un chèque dans la poche de la robe d'Helena pour ses frais, peut-être pour une thérapie, quand Helena traversa l'église sous une pluie battante pour se rendre à la gare de Westlake, sa robe à $6 000 désormais trempée et tachée de boue, le maquillage coulant sur son visage comme des larmes noires, les cheveux défaits collés à sa peau. Sur le quai désert, elle baissa les yeux vers les rails avec une pensée dangereusement séduisante qui grandissait dans son esprit épuisé. Marcus Reynolds observait tout depuis la fenêtre de son petit garage de l'autre côté de la rue. Personne ne prêtait jamais attention à cet établissement délabré, encore moins le noir de 34 ans aux mains tachées de graisse qui le tenait, l'homme invisible qui observait le spectacle de la douleur de quelqu'un qui, quelques minutes auparavant, appartenait à un monde inaccessible. Marcus connaissait ce regard, le même qu'il avait vu dans le miroir 3 ans plus tôt, lorsqu'il avait tout perdu, sa femme, sa maison, son avenir, dans un procès truqué en faveur d'un riche blanc, le même regard qui précédait des décisions, irréversibles décisions irréversibles. Il avait laissé tomber sa clé, attrapé son parapluie défraîchi et traversé la rue sous une pluie battante qui fouettait ses larges épaules. Les caméras de sécurité de la gare avaient capturé ce moment improbable. Un homme noir en vêtements usés s'approchant d'une mariée abandonnée, issue de la haute société. Parfois, le monde s'écroule, et il semble n'y avoir aucune issue, avait-il dit en tendant son parapluie au-dessus d'elle. Mais je te promets qu'il y en a une. Helena avait levé les yeux et n'avait pas vu de pitié, mais une compréhension sincère, quelque chose que tous les élégants invités de l'église n'avaient pas réussi à offrir. Personne n'aurait pu prédire que ce simple geste de compassion déclencherait une série d'événements qui non seulement transformeraient leur vie, mais ébranleraient les fondations d'une ville entière, bâtie sur les privilèges, les préjugés et les apparences. Si cette histoire de rejet cruel et de compassion inattendue vous a touché, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour suivre le déroulement de ce voyage extraordinaire. Marcus ne le savait pas, mais son geste était filmé par les caméras de sécurité de la station. En moins de 24 heures, l'image d'un homme noir soutenant une mariée abandonnée de l'élite circulerait sur les réseaux sociaux, suscitant à la fois l'admiration et la fureur dans la ville divisée de savait pas, mais son geste était filmé par des caméras de sécurité. En moins de 24 heures, l'image d'un homme noir soutenant une mariée élégante abandonnée allait circuler sur les réseaux sociaux, suscitant à la fois l'admiration et la fureur dans la ville divisée de Westlake. Dans le petit appartement, à l'arrière de l'atelier, Marcus offrit à Helena une serviette propre, des vêtements simples qui avaient appartenu à sa défunte épouse, et quelque chose que personne ne lui avait donné ce jour-là, la dignité, sans poser de questions, sans la juger, juste un endroit sûr où respirer. « Pourquoi tu m'aides » demanda-t-elle enfin en sirotant sa tisane aux herbes. Marcus hésita avant de répondre, les yeux perdus dans des souvenirs douloureux. « Il y a 3 ans, moi aussi, j'étais sûr » demanda-t-elle enfin en sirotant sa tisane. Marcus hésita avant de répondre, les yeux perdus dans des souvenirs douloureux, car 3 ans auparavant, lui aussi était sur le point d'abandonner, et quelqu'un lui avait montré que parfois, ce qui semble être la fin n'est qu'une page qui se tourne. Ce qu'il ne dit pas à Helena, c'est qu'il avait sauvé, ni que cette personne était désormais morte précisément parce qu'elle s'était impliquée dans les conflits de classe qui divisaient Westlake comme une plaie ouverte. Comment
La puissante famille de Richard réagirait en apprenant où se trouvait Elena. Que se passerait-il lorsqu'ils apprendraient que le mécanicien qui l'avait recueilli était le même homme qui, des années auparavant, avait failli détruire l'empire Hayes avec un procès pour discrimination? Et pourquoi Marcus gardait-il une photo de Richard dans son tiroir, soigneusement marquée d'un X rouge? Le lendemain matin, l'image d'un mécanicien noir soutenant une mariée abandonnée faisait déjà le tour des réseaux sociaux de Westlake, et les tabloïds locaux la publiaient en première page, sans mentionner que pour eux, l'homme qui avait sauvé la mariée Hayes était celui qui avait failli détruire l'empire Hayes avec un procès pour discrimination. Première page, qui est l'homme qui a sauvé la mariée Hayes? Sans mentionner que pour eux, Elena avait cessé d'être une Winters et était devenue la propriété de la famille, qui l'avait rejetée dans l'atelier de Marcus. Elena se réveilla en sursaut après avoir dormi pour la première fois depuis des mois sans faire de cauchemar. Elle portait un t-shirt délavé avec le nom d'une université et un short baggy, les vêtements les plus simples qu'elle ait jamais portés. Dans le miroir de la petite salle de bain, elle se regarda et fit face à la femme qu'elle n'aurait jamais pensé être un jour. Une mariée abandonnée, réfugiée dans la maison d'un inconnu, sans maquillage, avec ses cheveux naturels, au lieu des boucles artificielles que Richard exigeait. « Comment te sens-tu » demanda Marcus. Elle faisait face à la femme qu'elle n'aurait jamais pensé devenir. Une mariée abandonnée, réfugiée dans la maison d'un inconnu, sans maquillage, avec ses cheveux naturels au lieu des boucles artificielles exigées par Richard. « Comment te sens-tu » lui demanda Marcus en lui tendant une tasse de café fumante. « En vie » répondit-elle simplement. Pendant ce temps, à quelques kilomètres de là, dans l'imposante Hayes Tower, Richard regardait la même image, virale sur sa tablette. Il serra les mâchoires en reconnaissant l'homme qui tenait le parapluie au-dessus de son ex-fiancée. « Ce n'est pas une coïncidence », marmonna-t-il en jetant la tablette sur la table en verre. « Qu'y a-t-il, fiston » demanda George Hayes, PDG de Hayes Construction et patriarche de la famille, qui contrôlait la moitié de l'immobilier commercial de Westlake Reynolds. « Le même homme qui a failli nous ruiner avec ce procès frauduleux il y a 3 ans, répondit Richard d'un ton sec. Il est avec Elena. Le visage du patriarche se durcit. Il y a 3 ans, Marcus Reynolds avait poursuivi Hayes Construction après avoir été licencié de manière discriminatoire. Le seul superviseur noir de l'entreprise avait démissionné après avoir dénoncé les mauvaises conditions imposées aux travailleurs immigrés sur les chantiers. L'affaire avait failli aller devant les tribunaux, mais Marcus avait perdu son principal témoin, Taylor, qui était mort subitement dans un accident de voiture. Dave, seul superviseur noir de l'entreprise, licencié après avoir dénoncé les mauvaises conditions imposées aux travailleurs immigrés sur les chantiers. L'affaire avait failli être jugée, mais la femme de Marcus, Taylor, était morte subitement dans un accident de voiture, privant Marcus de son principal témoin. Dévasté, Marcus avait abandonné les poursuites. « Ce n'est pas une coïncidence, c'est de l'opportunisme, » dit George en décrochant le téléphone. « Elle collabore peut-être. Elle a toujours été trop rebelle à notre goût d'un papa. J'avons écarté le problème. Ce qu'elle fait n'a plus d'importance, » a rétorqué Richard, bien que son regard trahisse son inquiétude. « Ça a de l'importance. Quand elle est entre les mains de l'homme qui a failli détruire tout ce que nous avons construit, » a rétorqué George. « Appelez Vasquez à l'atelier. » Elena observait Marcus au travail. Il dégageait une sérénité qui contrastait avec l'agitation permanente de Richard. Marcus réparait les choses, rendait le monde meilleur. Richard ne faisait que contrôler. « Pourquoi avais-tu ma photo sur ta robe de mariée » demanda-t-elle en remarquant que le journal posé sur la table montrait une photo d'elle et de Richard, annonçant leur fiançailles quelques mois auparavant. Macas gela son regard, trouva le tiroir où il gardait la photo marquée d'un X. « J'ai lu l'article sur ton mariage », répondit-il en évitant son regard. À ce moment-là, la porte de l'atelier s'ouvrit et une femme noire d'environ 60 ans entra, avec un panier. « Tante Rose », sourit Marcus, le premier sourire sincère qu'Elena ait jamais vu sur son visage. « C'est Dashi, je sais qui c'est », interrompit Rose en posant le panier sur la table. « La mariée Hayes. Elle liste dans tous les journaux. » Son regard examina Elena avec un mélange de compassion et de prudence. « Ma fille, tu es dans un guêpier, » révéla Rose,
qui était une ancienne employée du manoir Hayes, où elle avait servi la famille pendant 24 ans, jusqu'à ce qu'elle soit licenciée sans indemnité lorsqu'elle avait remis en question le traitement des autres employés. Elle était la tante de Taylor Marcus, la défunte épouse. « C'était un accident, ont-ils dit ?» murmura Rose, le regard distant. Mais Taylor venait de rassembler des preuves contre eux pour le procès. Elle était comptable. Elle savait où les corps étaient enterrés. Helena sentit un frisson la parcourir. « C'est ce que vous dites ?»« Je dis qu'il n'y a pas de coïncidence quand il s'agit des Hayes, » répondit Rose. « Et maintenant, tu es ici, sous le même toit que l'homme qu'ils craignent le plus. »« Je n'ai pas prévu ça, » se défendit Helena. « Je sais que tu n'as pas prévu ça, ma chérie, mais ils ne le croiront jamais. » Le téléphone portable d'Helena sonna. Un numéro inconnu. Effrayée, elle décrocha et mit le haut-parleur. « Madame Wintersa, » dit une voix masculine formelle. « Je suis l'inspecteur Vasquez du département de police de Westlake. Nous devons vous parler de votre situation. Nous sommes inquiets pour votre sécurité auprès de Monsieur Reynolds. » Marcus et Rose échangèrent des regards inquiets. « Je vais très bien, » répondit Helena surprise. « Je comprends, mais j'aimerais vous voir en personne pour vérifier que tout va bien. »« Pourquoi la police s'intéresse-t-elle à une mariée abandonnée ?» demanda-t-elle. « Parce que Monsieur Reynolds a des antécédents de comportement problématiques. Nous voulons simplement vérifier. » Après avoir raccroché, Marcus révéla que Vasquez n'était pas seulement un détective, mais aussi le garde du corps privé de Hay, lorsqu'il n'était pas en service. Pas seulement un détective, c'est le garde du corps de Hay, quand il n'est pas en service. Tout en digérant cette information, Helena remarqua par la fenêtre une voiture noire garée discrètement dans la rue. Un homme muni d'un appareil photo était en train de prendre des photos de l'atelier. « Ça commence », murmura Rose. « Ils vont essayer de vous détruire tous les deux. » Marcus prit une profonde inspiration et sortit enfin une enveloppe jaunie de son tiroir. « Je dois te montrer quelque chose, Helena. Pourquoi ils ont vraiment peur de moi ?» À l'intérieur de l'enveloppe se trouvaient des documents judiciaires, des photos, des documents financiers et, sur le dessus, une lettre manuscrite de Taylor Reynolds datée du jour de sa mort. « Il ne s'agit pas seulement d'un procès pour discrimination, » expliqua Marcus. « C'est à propos de ce que Taylor a découvert dans les dossiers de Hayes Construction. C'est à propos de la raison pour laquelle Richard t'a vraiment abandonné devant l'hôtel. » Alors qu'Helena dépliait la première page, Marcus aperçut un mouvement vers la porte arrière. Un homme en uniforme de policier s'approchait discrètement, une arme à la main. Le temps pressait, et la vérité qui pouvait détruire complètement, l'Empire Hayes était sur le point d'être révélé. S'ils survivaient aux prochaines 24 heures, la police ne pourrait pas les arrêter. Pas bouger. Le détective Vasquez fit irruption dans l'atelier, arme au poing, suivi de 2 agents. « Marcus Reynolds, vous êtes en état d'arrestation pour enlèvement et extorsion. » Helena se figea. « Enlèvement, ça c'est absurde. Je suis venu de mon plein gré. » Alors qu'il menottait à Marcus, son regard croisa celui de tante Rose qui glissa discrètement l'enveloppe à Helena. Il resta étrangement calme, comme s'il avait prévu chaque mouvement. « C'est drôle comme la justice est rapide quand il s'agit des Hayes », commenta Marcus alors que le policien le repoussait. « Moins de 24 heures après avoir aidé une femme sous la pluie, je suis déjà un kidnappeur. » Helena ouvrit l'enveloppe et sentit son sang se glacer. Les documents révélaient non seulement une discrimination raciale systématique chez Hayes Construction, mais aussi un système élaboré de corruption d'inspecteurs pour qu'ils ferment les yeux sur des infractions à la sécurité qui avaient entraîné des décès. La dernière page, cependant, la concernait, un dossier complet sur son histoire psychiatrique suite aux abus qu'elle avait subis à l'adolescence. « Ils ont enquêté sur mon passé avant même nos fiançailles », murmura-t-elle horrifiée. « Ce n'était pas à cause de mes cicatrices », murmura-t-elle horrifiée. « L'abandon n'était pas dû à mes cicatrices. »« Richard ne t'a pas quitté à cause de ton passé », confirma Marcus alors qu'on le poussait vers la porte. « Il t'a quitté parce que tu en as trop appris. » En un éclair, Helena se souvint que 3 semaines avant le mariage, elle était entrée dans le bureau de Richard et avait vu des documents concernant l'acquisition de terrains dans des quartiers pauvres. Il avait rejeté ses questions en la traitant de naïve. « Les terrains à l'est, murmura-t-elle, le projet de logements sociaux condamné. Exactement là où Taylor enquêtait avant sa mort, acquiesça tante Rose, où il avait découvert des rapports structurels
falsifiés pour forcer la démolition de bâtiments parfaitement sûrs. Vasquez s'avança. Assez de bavardage. Vous venez avec nous. Vous venez avec nous, sans mandat, a rétorqué Elena. Je n'ai pas besoin de mandat pour un témoin qui peut s'enfuir, a-t-il répondu avec un sourire froid. Le bruit des pneus qui crissaient a interrompu le moment, et de puissants projecteurs ont envahi les fenêtres de l'atelier tandis que la porte s'ouvrait violemment. Gabriela Mendis, de Channel 7 News, a annoncé qu'une journaliste latino-américaine déterminée était en train de filmer la scène surréaliste. Des policiers armés ont menotté Elena, qui tenait des documents. On dirait que nous sommes arrivés au bon moment pour notre reportage exclusif sur les abus de pouvoir à Westlake. Vasquez. C'est une opération de police. Éteignez ces caméras, opération officielle sans mandat, demanda Gabriela en s'approchant. Fascinant, la façon dont le département répond en quelques minutes aux appels de la banlieue, alors que l'est de la ville attend des heures pour obtenir de l'aide. D'autres voitures arrivèrent, dont le SUV noir d'où Richard et George Hayes sortirent furieux. « Éteignez ces caméras immédiatement », ordonna George. « C'est une atteinte à la vie privée. » « En fait, c'est dans l'intérêt public », intervint une nouvelle voix. Une femme afro-américaine d'âge moyen entra dans l'atelier avec une mallette. La procureure Diana Mitchell, et il semble qu'il y ait plusieurs violations de procédure ici. C'est dans l'intérêt public. Une femme afro-américaine d'âge moyen est entrée dans l'atelier avec une mallette. Le procureur Diana Mitchell. Il semble que nous ayons plusieurs violations de procédure ici. Tante Rose a souri énigmatiquement. Cela a pris du temps, mais nous avons enfin attiré votre attention. Le procureur a révélé qu'elle avait reçu un appel anonyme quelques heures, plus tôt avec des copies scannées des mêmes documents qu'Elena tenait. « Libérez M. Reynolds immédiatement », a-t-elle ordonné. « Et détective Vasquez, je dois voir votre travail. » Ordre George Hayes s'avança, des décennies d'impunité émanant de chacun de ses gestes. « Diana, nous pouvons discuter de cela dans mon bureau comme des gens civilisés. Cela sera discuté dans mon bureau, Monsieur Hayes, et apportez votre avocat. Comment avez-vous planifié tout cela ?» murmura Elena à Marcus, alors qu'un agent lui retirait ses menottes. « Taylor m'a appris à avoir plusieurs coups d'avance, répondit-il. Quand je vous ai vu au poste, je vous ai reconnu grâce à son dossier. Nous avions besoin d'un catalyseur qu'il ne pouvait pas facilement réduire au silence. Donc je n'étais pas seulement votre sauveur, ni vous le mien, ajouta Marcus. Nous sommes deux pièces d'un puzzle que Taylor a laissé pour nous, afin que nous le complétions. C'est absurde, explosa Richard, pas facilement réduire au silence. Je n'étais donc pas seulement votre salut, ni vous le mien, ajouta Marcus. Nous sommes les deux pièces d'un puzzle que Taylor nous a laissé à compléter. C'est absurde, s'écria Richard. Elle est mentalement instable, elle a des antécédents psychiatriques. C'est pour ça que j'ai annulé le mariage. Le silence qui suivit était assourdissant. Les caméras captaient chaque mot. Gabriela approcha son micro. Vous avez donc confirmé que vous avez utilisé les informations médicales confidentielles de votre ex-fiancé pour l'humilier publiquement. Monsieur Hayes, Elena s'avança, la honte se transformant en puissance devant les caméras. J'ai été maltraité quand j'avais 14 ans, et j'ai cherché de l'aide. Est-ce que ça fait de moi une personne brisée, Richard, ou simplement humaine? Vous ne comprenez pas? George essaya de reprendre le contrôle, la voix tremblante. Cet homme a une vendetta contre notre famille lorsque Tante Rose a diffusé un enregistrement sur son téléphone portable. Si Reynolds continue dans cette voie, faites-lui comprendre que des accidents peuvent arriver, comme ce qui est arrivé à cet inspecteur. La voix était sans aucun doute celle de George Hayes. L'expression du procureur s'est durcie. « Monsieur Hayes, nous avons beaucoup à discuter au sujet de votre défunte belle-fille, Taylor Reynolds. » L'empire Hayes commençait à s'effondrer devant les caméras, mais alors que la police escortait les puissants, une question restait en suspens. Jusqu'où étaient les racines de cette corruption et qui d'autres tomberaient lorsque l'empire s'effondrerait finalement? 6 mois se sont écoulés depuis la nuit qui est devenue connue sous le nom de « l'effondrement des Hayes », titre du reportage primé de Gabriela Mendis, qui a révélé l'un des plus grands scandales sociaux et d'entreprise de l'histoire de Westlake. Ce qui a commencé par une mariée abandonnée et un mécanicien compatissant a abouti au démantèlement du plus grand empire immobilier de la région. Le procès de George et Richard Hayes
s'est transformé en un spectacle public qui a dominé l'actualité pendant des semaines. Les preuves minutieusement rassemblées par Taylor avant sa mort ont prouvé non seulement l'existence d'une discrimination raciale systématique, mais aussi la corruption des autorités, l'évasion fiscale, et plus choquante encore, l'implication directe dans l'accident qui lui a coûté la vie. « Je suis coupable », déclara George Hayes dans une salle d'audience bondée, les larmes se mêlant à la sueur, alors qu'il avouait avoir ordonné le sabotage de la voiture de Taylor. Son fils Richard, qui tentait de négocier une peine plus clémente, impliqua d'autres membres de l'élite de Westlakes, révélant un réseau de corruption qui s'étendait jusqu'au bureau du maire, dans l'appartement situé au-dessus de l'atelier. Marcus, aujourd'hui rénové grâce à un règlement d'1 million de dollars. Helena regardait la ville par la fenêtre alors que le soleil levant peignait le ciel de rose. La femme reflétée dans la vitre n'était plus la mariée rejetée et humiliée. Ses yeux rayonnèrent de force, son corps respirait la confiance. Marcus s'approcha avec une tasse de café fumante. Après des mois de travail côte à côte, ils avaient développé leur propre langage fait de gestes, de regards et de petites attentions qui en disaient plus long que les mots. Nostalgique, il lui demanda en remarquant son regard distant. Helena sourit en signe de gratitude. En réalité, son doigt caressait la cicatrice sur son poignet, la marque d'une tentative désespérée, des années auparavant, lorsqu'elle croyait que sa douleur n'avait aucun sens. Je n'aurais jamais imaginé que mes blessures seraient précisément ce qui me permettrait d'aider les autres à guérir les leurs. La Fondation Phoenix, créée par Helena et Marcus avec une partie de l'indemnisation, était devenue un refuge pour les victimes d'abus et de discrimination. L'ancien site de Hayes Construction, dans l'est de la ville, abritait désormais un centre communautaire proposant une assistance juridique gratuite, des thérapies et des programmes de formation professionnelle. Tante Rose a appelé, commenta Marcus en posant le journal sur la table. Le titre disait « Les anciens propriétaires de Hayes Construction condamnés, George Hayes à 25 ans et Richard à 18 ans pour meurtre et corruption. » Helena acquiesça. « Justice pour Taylor. Enfin, ce n'est pas justice. » Marcus réfléchit, les yeux fixés sur la photo encadrée de sa défunte épouse accrochée au mur. C'est son héritage, ce qu'elle a commencé. Nous le terminerons. Le téléphone portable d'Helena vibra. C'était une notification de l'application d'entraide qu'ils avaient créée pour mettre en relation des personnes en situation de vulnérabilité avec des bénévoles prêts à offrir un hébergement temporaire, comme Marcus l'avait fait pour elle. L'application comptait déjà plus de 10 000 utilisateurs. Une autre personne sauvée aujourd'hui, dit-elle en souriant et en montrant l'écran à Marcus. Une jeune femme latino-américaine avait trouvé refuge après avoir fui une relation abusive. Par la fenêtre, il pouvait en voir du mouvement dans l'atelier en contrebas, désormais géré par des jeunes du programme d'apprentissage qu'ils avaient recréé. Il y avait de la vie, des rires, un but, tout cela renaissant des cendres d'une tragédie. « Tu sais ce que Taylor disait toujours ?» demanda Marcus en entrelaçant doucement ses doigts avec ceux d'Helena. « Que les personnes les plus brisées construisent les abris les plus solides. » ajoute-t-elle en se souvenant de la phrase écrite dans les journaux intimes de Taylor qu'ils avaient lus ensemble. L'étreinte qu'ils avaient partagée n'était pas romantique, c'était quelque chose de plus profond, un lien forgé par la douleur partagée et un but retrouvé. Deux guerriers qui avaient découvert que leurs cicatrices, loin d'être des marques de fragilité, étaient la preuve de leur survie. Richard avait raison sur un point, murmure Helena. J'étais brisé. Il ne comprenait pas que c'est à travers les fissures que la lumière pénètre sur la table. L'invitation à la cérémonie commémorative d'1 an de la mort de Taylor était posée à côté de l'annonce du lancement. Tu comprenais pas que c'est à travers les fissures que la lumière entre sur la table. L'invitation à la commémoration d'1 an de la mort de Taylor reposait à côté de l'annonce du lancement du livre d'Helena, Damaged and Worthy. Comment survivre au rejet et reconstruire sa vie? Les préventes avaient déjà battu tous les records. Westlake changeait lentement mais sûrement. La chute de l'empire Hayes avait mis à nu les fondations pourries sur lesquelles la ville avait été construite, permettant à une nouvelle structure d'émerger, basée sur l'inclusion, la justice et une seconde chance pour les marginalisés. Dans cette gare sous une pluie battante, personne n'aurait pu prédire qu'un simple geste de compassion déclencherait une révolution, qu'un parapluie tendu par des mains trempées, mains graisseuses,
allait changer le cours d'innombrables vies. La leçon était claire. Ne jugez jamais quelqu'un sur son apparence, sa position sociale ou les cicatrices qu'il porte. Les personnes les plus improbables peuvent devenir vos plus grands sauveurs, et ce que le monde considère comme un défaut peut être exactement ce qui vous rend extraordinairement puissant.